notre troisième journée du congrès international CES 21. Donc, avec une conférence de professeur Jada Aman de la France, de Mulhouse, donc sur la conception d'adsorbants et de carbocatalyseurs pour le traitement des eaux usées. Donc, sans tarder, je donne la parole au professeur Jada Aman. Donc, à vous la parole. Et merci, cher Bouchaïb Laouane, et ça me fait plaisir donc de participer pour la deuxième fois à ce congrès international par visio, donc qui propose des thématiques qui entrent bien dans mes travaux de recherche, et donc ça me fait plaisir de refaire ça pour une deuxième fois. Voilà, donc je vais aborder donc dans cette présentation les problèmes liés à la pollution des eaux. Donc je vais parler en français et les transparences sont en anglais. Donc comme ça, tout le monde trouve son bonheur. Alors, les sources de pollution sont nombreuses. Comme vous pouvez le voir là, c'est juste un résumé, hein. Il y a des sources qui génèrent donc de la pollution métallique, comme les mines, comme les puces électroniques, les dispositifs électroniques. Il y a également la forêt et l'agriculture qui génèrent des polluants organiques principalement. Il y a l'industrie métallurgique qui génère aussi des polluants. Alors, ce sont surtout les polluants métalliques. L'industrie textile, quant à elle, elle génère aussi des effluents colorés, donc des colorants qui sont la plupart du temps largués dans les systèmes aquatiques ou donc dans les lacs, etc. Et ça pollue le milieu, ça pollue l'environnement, ça dégrade l'environnement. Vous avez sur ce slide un exemple d'un colorant rouge issu d'un effluent industriel qui est rejeté dans dans les fleuves, etc., dans les systèmes aquatiques d'une manière générale. Donc, ce qu'on peut dire sur les sources de pollution, ils sont d'origine anthropogénique, c'est-à-dire c'est l'homme, c'est pas la nature. C'est l'homme qui est à l'origine de ces pollutions. Je vais peut-être arrêter la caméra pour que voilà, que je me concentre bien sur le texte. Et donc, je disais qu'il y a le rôle de l'homme ou la femme, hein, dans cette pollution, et la plupart des sources de pollution viennent donc soit des activités industrielles, agriculture, domestique, etc. Donc c'est pas la nature, mais c'est bien un problème donc lié à nos comportements et à nos activités. Alors donc cette pollution il peut concerner l'air, il concerne l'eau, il concerne également le sol. Donc, vous voyez qu'il y a différents systèmes qui sont pollués. Et dans chaque système, on trouve différentes natures de polluants, comme on va le voir prochainement dans cette présentation. Donc, je vais parler de quelques solutions à ce problème de pollution, notamment je vais parler de quelques adsorbants qu'on utilise pour réduire le taux de polluants présents dans l'eau. Donc, notamment, je vais m'intéresser beaucoup plus à la pollution aquatique. Donc, après avoir vu un aperçu donc des différentes sources de pollution, on va également aborder les différents polluants, différents types de polluants qui polluent l'eau, l'impact de ces polluants sur la santé et l'environnement, comment y remédier.
à cette pollution et comment minimiser son impact. Et donc, une proposition dans ce travail de quelques adsorbants qu'on trouve dans la littérature et il y en a qui sont utilisés à une échelle industrielle et d'autres qui sont encore utilisés à l'échelle laboratoire, donc ils ne sont pas utilisés à grande échelle. On va voir quelques adsorbants et également quelques catalyseurs, parce qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'absorption et il y a la catalyse. La catalyse concerne la dégradation du polluant et l'absorption concerne l'élimination du polluant sans le dégrader. Mais on peut trouver des matériaux qu'on appelle donc des adsorbants catalytiques qui ont les deux propriétés, à la fois l'absorption et également la catalyse. Donc on se débarrasse d'une manière complète du polluant lorsqu'on utilise des matériaux qui ont donc ces deux fonctions, où il y a donc, on peut dire qu'il y a un couplage entre l'absorption et la catalyse. Et je conclurai par les grandes lignes de cette présentation. Donc, tout d'abord, les principaux polluants de l'eau. Alors, ils sont de quatre types. Il y a les pathogènes, hein, donc ce sont les bactéries, les protozoaires, les virus. Donc, ça, c'est une pollution biologique. Donc, ça, les sources sont également, ça peut venir des animaux, comme ça peut venir de l'homme, etc. Il y a les polluants inorganiques, donc en particulier les métaux lourds, comme l'arsenic, le mercure, le cuivre, le chrome, le zinc et le barium. Et vous avez à droite quelques illustrations de quelques sources de peuvent venir ces contaminants ou ces polluants inorganiques. Hein, l'industrie minière, les batteries, l'acier et dans les tanneries. Il y a aussi les matériaux organiques. Donc, on trouve par exemple les colorants qui sont utilisés dans l'industrie textile pour colorer le textile. Et un petit point sur ce qu'on appelle la teinture textile. On utilise au fait une petite quantité de colorant dans l'industrie textile et une grande partie est rejetée dans les systèmes aquatiques. Donc après lavage, il y a une bonne partie plus importante que celle qui est fixée sur le tissu qui part et donc ça colore l'eau de lavage. Donc voilà, donc principalement des colorants organiques. Parmi les polluants organiques, il y a aussi les polyaromatiques, polycycliques, donc qui peuvent provenir des médicaments, qui peuvent provenir d'autres sources. Les produits chlorés, les détergents, tensioactifs, les pesticides, les médicaments, les produits cosmétiques et les hydrocarbures. Donc tous ces polluants font partie donc des polluants organiques. Puis il y a les polluants macroscopiques à l'échelle macroscopique, donc c'est ce que voit l'œil nu. On voit les plastiques, par exemple, qui sont répartis notamment sur l'océan. Donc on voit la formation donc des grandes surfaces couvertes de plastique. Alors le plastique, comme vous le savez, donc c'est un matériau qui n'est pas biodégradable et donc il met beaucoup d'années pour se dégrader. Donc c'est pour cette raison qu'on le voit flotter. Il y a aussi une autre raison pourquoi il flotte, à cause de la densité bien sûr du matériau. Elle est moins dense que l'eau. Et donc le plastique pose un réel problème. Et actuellement, il n'y a pas des solutions miracles. Ce qui se fait à l'échelle du labo déjà, c'est les impressions en 3 dimensions pour convertir le plastique et le mettre sous une autre forme et fabriquer d'autres objets. Donc, on essaye de recycler
mais pour l'instant, ce n'est pas une voie qui est prometteuse, qui n'est pas encore appliquée à grande échelle. Alors, les impacts de la pollution, là, j'ai retenu l'impact sur la santé et l'environnement. Alors, l'impact sur la santé, on voit notamment certaines maladies qui apparaissent dues aux polluants, quelle que soit leur nature, hein, polluants organiques ou inorganiques ou des polluants biologiques. Alors, il y a tout d'abord un endommagement du système nerveux. Donc, il y a la moelle épinière également qui peut être affectée et tout le système nerveux peut être affecté. Et donc, ça peut générer quelques maladies. Il y a le foie qui peut être également endommagé à cause des polluants. Et les polluants causent également ou provoquent des cancers donc le sauvage et du côlon. Voilà. Et pour finir, donc il y a, ça c'est juste quelques exemples types, mais certainement il y a d'autres impacts sur la santé qui ne sont pas rappelés ici sur ce slide. Et puis concernant l'environnement, il y a l'eutrophisation, donc des milieux aquatiques. Donc là, en fait, la présence du phosphore, comme vous le savez, de l'azote et du carbone, donc génère des algues. Et donc ça contribue à une augmentation de la turbidité de l'eau. Il y a donc moins d'oxygène dans l'eau et ça pose problème pour la faune et pour la flore. Voilà, donc la pollution est néfaste et pour la santé et pour l'environnement. Alors, il y a bien sûr des stations d'épuration qui fonctionnent, heureusement, qui permettent de traiter l'eau polluée et le convertir en une eau qui n'est pas nécessairement potable, mais une eau qu'on peut utiliser pour, par exemple, pour l'agriculture, pour le lavage des voitures, etc. Donc, mais sauf l'eau potable. Donc, pour l'instant, aucune eau en provenance des stations d'épuration n'est consommable, n'est potable. Donc, c'est surtout pour d'autres usages. Et dans ces stations d'épuration, on utilise des procédés conventionnels comme l'adsorption, la flocculation, la filtration membranaire, la biodégradation. Donc, ces procédés sont actuellement utilisés, mais celui qui est le plus efficace dans ces quatre procédés, c'est surtout l'adsorption, à cause de la facilité du procédé et également, donc c'est moins coûteux que le reste des procédés. Mais il y a d'autres procédés qui sont actuellement à l'étude, notamment dans les laboratoires de recherche, qu'on appelle les procédés d'oxydation avancés. Ces procédés d'oxydation avancés sont efficaces actuellement à l'échelle du labo, car ils permettent de dégrader le polluant à cause de la production. Ils produisent des espèces réactives, des espèces oxygénées réactives à partir de peroxyde ou à partir de persulfate. Et donc, ces espèces oxygénées vont oxyder la matière organique notamment, et ils vont la dégrader, la convertir en dioxyde de carbone et en eau. Voilà, donc ces procédés c'est l'avenir parce que ils permettent donc de dégrader, de se débarrasser d'une manière définitive du polluant organique. Hein. Je dis bien polluant organique pour l'instant, mais il y a encore des tests qui sont en cours et des recherches qui concernent le traitement des polluants inorganiques par ces procédés-là. Dans ce travail
que je vais présenter ici, on va surtout s'intéresser à l'application de ces procédés pour la dégradation des polluants organiques. Donc, ce sont des procédés efficaces et encore faut-il trouver donc un adsorbant qui permet de jouer à la fois le rôle d'adsorbant et de catalyseur à la surface donc duquel va se faire et l'absorption et la dégradation. Donc les procédés ou les remèdes de la pollution de l'eau, hein, il y a l'absorption qu'on retient et qui est reconnu maintenant internationalement comme quoi c'est un procédé efficace. Cependant, ce procédé va dépendre, comme on peut le prévoir, de l'absorbant utilisé. Donc, il va principalement, mais il va dépendre aussi d'autres facteurs, comme vous le savez. Donc, il y a des facteurs externes liés à l'environnement, le pH, la température, etc. Mais principalement l'absorbant, la nature, sa structure, et c'est sur ce point-là que va tourner ma présentation. On s'intéresse beaucoup à préparer des adsorbants efficaces, peu coûteux et qui peuvent être donc adsorbants, mais aussi catalyseurs, donc des adsorbants catalytiques, donc qui ont cette double fonction, où ou plutôt où il y a un couplage entre l'absorption et la catalyse pour ces matériaux, pour à la fois éliminer le polluant et le dégrader. Alors, donc, les procédés d'oxydation avancés se sont montrés efficaces, mais ils dépendent également de la nature de l'adsorbant catalytique, c'est-à-dire à la fois donc l'adsorbant et le catalyseur utilisé. Donc, on peut faire varier le catalyseur, on peut faire varier l'adsorbant et voir lequel des couples est le plus efficace. Voilà, donc actuellement, il y a une classification des adsorbants. Alors, il y a 5 classifications que j'ai trouvées dans la littérature. Et là, pour l'instant, on parle d'adsorbants, mais pas d'adsorbants catalytiques. Mais parmi cette classification, il peut y avoir des adsorbants qui ont la double fonction, à la fois absorption et aussi catalyse. Alors, il y a les matériaux naturels, comme les déchets du bois, le bois, etc., la bauxite, qui sont donc des adsorbants naturels. Alors, les déchets du bois et ce qu'on appelle plutôt la sciure, hein, le sawdust, est utilisé comme absorbant pour beaucoup de travaux l'ont montré pour éliminer notamment des colorants. Il y a des matériaux naturels qui sont traités. Donc là, on parcourt une autre étape et qui sont donc fabriqués à façon pour avoir certaines propriétés bien spécifiques, comme par exemple l'activation du carbone ou l'activation de l'alumine ou l'usage de gel de silice. Donc ça, c'est une autre sorte de matériau adsorbant. Puis il y a les matériaux industrialisés, comme les résines polymériques, les zeolites, les aminosilicates. Une quatrième catégorie concerne les déchets agricoles et les sous-produits industriels, comme les noyaux de dattes, etc., qui peuvent également, ou les coquilles des amandes. On va voir un exemple qui a été fait par un postdoctorant qui travaille avec moi. Et les cinquièmes classes concernent donc les bioadsorbants, comme chitosane, etc., la biomasse bactérique, qui peuvent donc jouer le rôle d'adsorbants bio. Donc on peut absorber par exemple des protéines, on peut absorber des virus, etc. Donc tout ça, c'est pour également décontaminer l'eau de ces polluants biologiques. Alors
il est connu, certains adsorbants industriels sont connus comme le carbone ou le charbon activé. Les fibres de carbone activées également sont en vente, etc. Donc, des tamis moléculaires à base de carbone sont également en vente, les gels de silice. Donc, tous ces produits que vous voyez sur le tableau, les zeolites, les argiles, qui sont, quoique ce sont des matériaux naturels, mais sur le plan industriel, on peut les traiter, on peut les modifier, et donc on peut les acheter également, ils sont en vente par les industriels. Donc ce sont des adsorbants, les argiles pontées, pellet clays, les nanomatériaux inorganiques, etc. Donc la liste est sur le slide. Il y a aussi les polymères synthétiques. Donc tous ces matériaux que vous voyez sur le tableau sont industrialisés et donc sont en vente pour le principal usage, notamment la décontamination ou la dépollution des eaux. Alors, on va maintenant aborder conventionnels et non conventionnels. Les conventionnels, les adsorbants conventionnels, ce sont les adsorbants industriels. Alors, on a déjà parlé du carbone activé commercial, des résines échangeuses d'ions, des matériaux inorganiques comme l'alumine activé, ou le gel de silice. Donc, tout ça, on trouve dans le commerce et sont donc utilisés principalement pour. Alors, certains de ces matériaux sont également utilisés pour traiter l'eau potable. Pas nécessairement l'eau polluée, mais l'eau donc ça passe, on utilise plutôt comme absorbant des cartouches de charbon, hein, pour avoir, certains domiciles sont équipés d'ailleurs de cartouches de charbon pour enlever un peu de calcaire ou pour avoir une eau moins riche en calcium, etc. Donc, nous, dans cette présentation, on s'intéresse beaucoup plus à la pollution, mais pas à l'eau potable. Donc, il faut bien distinguer les deux. Donc, à la pollution des eaux, donc notamment ce qui se trouve dans les systèmes aquatiques et qui est pollué, et pas l'eau qu'on consomme à domicile, l'eau potable. Alors, il y a des adsorbants non conventionnels. Vous avez également une liste ici, 3 listes. Donc, ce sont des adsorbants naturels. Alors, on les appelle également les adsorbants verts parce que bon, ils ne sont pas passés par l'étape industrielle. Alors, comme la cellulose, comme je prends quelques exemples, le pulpe du sucre, de la betterave, ou les pulpes de canne à sucre, les plantes, etc. Donc l'amidon également, qui est un produit naturel, chitosane. Donc tous ces adsorbants sont non conventionnels et sont pas, on les trouve naturellement, quoi. Alors maintenant, un premier exemple d'un adsorbant dont les travaux ont été faits à Agadir et à Mulhouse. Alors cet adsorbant est issu, la source de la coquille des amandes. Donc nous avons extrait de cette coquille un carbone poreux que nous avons préparé et qui a été traité par différentes molécules pour le fonctionnaliser. Donc, vous voyez qu'on a donc un carbone poreux à la fin qu'on obtient. Je résume, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a une référence pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Donc,
à partir de cette coquille d'amande, nous avons obtenu donc un carbone poreux, une matrice qui a été modifiée par un traitement chimique, par ajout de mélamine, diphényl, du sulfide ou la thiourée, pour introduire des fonctions azotées ou soufrées, ou les deux. Vous voyez, on a un adsorbant, donc il s'agit d'un nouveau adsorbant qui a une propriété spécifique et qui dépend donc du traitement qu'il a subi. Donc, qui dépend de la nature. Donc, vous voyez qu'on a ici trois types d'adsorbants et la matrice est la même. Elle est issue de coquilles d'amande. Et cet adsorbant, donc issu c'est un adsorbant naturel puisque les coquilles d'amande donc sont naturelles. Nous avons mis en évidence sa structure par différentes techniques et nous l'avons appliqué notamment pour dégrader l'oranger. Et vous voyez sur ce slide des courbes de dégradation, donc en bas à droite, de dégradation de l'oranger en fonction du temps. Donc, selon qu'on utilise un des trois adsorbants, on n'a pas le même résultat. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'adsorbant qui comporte à la fois des atomes d'azote et de soufre, il est plus efficace, hein, il dégrade plus. Voilà. Et il faut signaler que dans ces travaux, on a l'adsorbant, mais on a aussi un oxydant, persulfate, qu'on a utilisé hein, pour dégrader. Donc l'oranger s'absorbe sur l'adsorbant. J'ai oublié de mentionner que ces adsorbants ont été également encapsulés dans des perles d'alginate, calcium. L'encapsulation, bon, n'a pas été présentée ici, avait pour but surtout de stabiliser l'absorbant et de le régénérer. Parce que vous savez que l'un des problèmes qui se produit avec les absorbants utilisés dans les stations d'opération ou dans les laboratoires, c'est la régénération, la récupération de l'absorbant une fois qu'il a terminé sa fonction. Et l'usage des billes d'alginate de calcium permet en fait d'obtenir de récupérer l'absorbant, parce que, comme vous le savez, les billes d'alginate peuvent atteindre des tailles de l'ordre de millimètres, et donc ils sédimentent, pas besoin de centrifugation. Donc également, ça coûte moins cher de récupérer, on ne dépense pas de l'énergie, il n'y a pas d'étape de centrifugation pour récupérer l'absorbant. Donc, étant donné que l'absorbant est encapsulé dans les billes d'alginate, donc on le récupère et on peut le réutiliser pour une autre dégradation. Donc, l'absorbant est encapsulé dans les billes d'alginate. On rajoute dans le milieu un oxydant persulfate de calcium notamment, qui va donc produire des radicaux ou de l'oxygène singulé. Et donc, ce sont ces radicaux ou l'oxygène singulé qui vont dégrader le colorant, l'oranger ici en l'occurrence. Donc, on a remarqué que le plus efficace est celui c'est l'adsorbant qui était fonctionnalisé à la fois avec des atomes azote et soufre, qui donne le résultat les plus intéressants. Et là, vous avez à droite le pourcentage d'élimination en vert avec le persulfate et en orange sans le persulfate. Et vous voyez bien que le rajout de persulfate, donc l'oxydant, améliore l'élimination puisqu'il dégrade le colorant. Voilà. Donc ces travaux ont été publiés dans Chemical Engineering Journal. Voilà. Alors, un autre type d'adsorbant qui était préparé toujours par le labo LME à Agadir et qui était donc une partie des travaux a été effectuée également à Mulhouse au niveau caractérisation.
Et ce travail a été mené par un doctorant, M. Abdelhaït El-Fakir, qui a pu obtenir donc des adsorbants à base de polymères conducteurs. Alors ici, il s'agit de polyaniline et de polypérol. Donc, ces deux polymères ont été préalablement synthétisés au labo et ils ont été encapsulés par les perles d'alginate, comme vous le voyez ici. Et pourquoi le choix de ces polymères? Alors, ces polymères comportent des atomes d'azote, donc des hétéroatomes, qui vont donc jouer un rôle dans l'interaction et avec les perles d'alginate et avec le colorant adsorbé. Vous voyez, le colorant, il s'agit ici également de l'oranger, un colorant qui était absorbé sur les perles d'alginate. Et donc, en présence de persulfate absorbé aussi, qui va produire des radicaux et également l'oxygène singulé, ces espèces-là oxygénées vont à leur tour réagir avec le colorant pour le dégrader, le transformer en eau et CO2. Voilà. Et à la fin de la réaction, on récupère la perle d'alginate qui a encapsulé le polymère. Donc, c'est une approche très intéressante, puisque comme pour le cas précédent avec les coquilles avec les adsorbants issus des coquilles d'amande, on a des billes qui permettent donc de récupérer l'adsorbant, puisque l'adsorbant est protégé, il se trouve donc à l'intérieur des billes, et quand les billes sédimentent à la fin de la réaction, on récupère ces billes, on peut les laver et recommencer une autre fois la réaction de dégradation. Donc, ce travail a été publié dans Applied Catalysis. Donc là, il s'agit de l'usage de polymères pour fabriquer un nouveau adsorbant. Donc, ces adsorbants se sont avérés efficaces parce qu'il y a d'une part les interactions fortes entre le persulfate et les polymères, et également les interactions fortes entre le polymère et les billes d'alginate au sein du cœur, qui permet donc de bien encapsuler le polymère. Quelques illustrations de ce adsorbant qui a encapsulé les polymères conducteurs, donc que ce soit pour le polyaniline ou polypérol. Donc vous voyez ici les interactions qui apparaissent d'une part entre le polymère et l'alginate agrandi. Voilà, et c'est ça qui permet donc ces interactions-là qui permettent de bien encapsuler le polymère au sein de la perle. Voilà, et à gauche, vous avez une vue microscope électronique à balayage, donc de l'interface entre le polymère et la surface de l'alginate de calcium. Alors, ces perles qui ont encapsulé les polymères conducteurs ont été utilisées, donc, comme je l'ai dit au départ, pour dégrader un colorant qui est l'oranger. Et alors, donc, vous le voyez sur la figure qui est à gauche, on utilise donc ces billes en présence de persulfate et les résultats montrent qu'il y a une efficacité de dégradation, que ce soit avec le polyaniline ou le polypérol. Et ces billes ou ces adsorbants catalytiques sont efficaces notamment en présence de persulfate. Il est clair que si le persulfate seul est dans le milieu, sans les billes, il n'y a pas d'efficacité de dégradation, il y a moins d'efficacité. Et si les billes sont également dispersées seules, sans le persulfate dans le milieu, là aussi, on a une faible dégradation, c'est la courbe rouge, ou la courbe verte dans le cas de polyaniline. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait présence
et des perles ayant encapsulé le polymère et aussi l'oxydant, le persulfate qu'on utilise. Donc, on a observé une valeur apparente de la constante dégradation qui est importante lorsque les perles les perles ayant encapsulé le polymère sont en présence de persulfate. Et les deux figures à droite, c'est pour montrer également que on a bien des radicaux qui sont formés lorsque on a des radicaux qui sont formés lorsqu'il y a le persulfate, et ce sont ces radicaux ou l'oxygène singulier qui vont donc dégrader le colorant. Donc, on a utilisé différents inhibiteurs pour mettre en évidence la présence de ces radicaux. L'éthanol, le NaNO3, etc. Voilà. Donc, d'autres adsorbants que nous avons, plutôt que d'autres, ont étudié. Vous savez, là, j'ai parlé des catalyseurs à base de polymères et également des catalyseurs à base de coquilles d'amande, mais il y a aussi des adsorbants qui sont utilisés dans la littérature à base de MOF, donc Metal Organic Framework. Les MOF donc consistent à des associations entre les ions métalliques et les ligands organiques. Et vous avez ici une illustration de ces MOF. Vous voyez, ils ont une grande surface spécifique. Ils ont une grande porosité. Ça veut dire que ces MOF peuvent être utilisés comme adsorbants, notamment pour les gaz, mais ils sont également utilisés pour les polluants organiques. Et j'ai choisi comme exemple ici le 1101, qui est un assemblage des ions chrome avec le ligand organique, le benzène dicarboxylique acide. Donc voilà, et ces MOF qui portent la référence 1101, alors 1000 c'est matériaux, Institut Lavoisier. Ces MOF, donc, qui ont cette référence en 1, ont été utilisés pour notamment éliminer les deux colorants que vous avez ici. Donc, il s'agit de green malachite, malachite et le bleu de méthylène. Donc, ces travaux ont été publiés par d'autres auteurs et ils ont donné des résultats intéressants concernant la capacité d'absorption donc de ces colorants-là. Vous voyez ici en dessous, vous avez les quantités max absorbées, qui ne sont pas négligeables. Et ces MOF ont été également utilisés pour éliminer d'autres molécules organiques comme le benzène, le toluène, le xylène et l'acétone. Et vous avez également ici les valeurs des quantités maximales absorbées. Alors, d'autres adsorbants peuvent être également utilisés à base d'argile pontée. Alors, les argiles pontées, on peut donc, en fonction du pilar, écarter les plaques qui constituent l'argile et piéger entre les plaques le polluant et le dégrader si le pilar joue le rôle donc d'un catalyseur. Alors, vous avez ici un exemple d'argile pontée avec le titane. Donc, c'est la momorionite. Alors, juste pour ces deux courbes que vous voyez à droite, qui montrent que lorsqu'on forme des pilars, on augmente la quantité absorbée. Donc là, il s'agit des médicaments, l'amoxicilline, paracétamol, etc. Donc 4 médicaments. Et la momorionite seule ne permet pas d'éliminer des quantités importantes. En revanche, quand on rajoute un pilier, quand on rajoute un pilar entre les couches de l'argile, entre les feuillets de l'argile, on augmente l'absorption et donc on peut également dégrader par la suite ce polluant. Alors, un travail intéressant également qui a été fait par Labo Lemeur avec M. Anfar Zakaria et notre labo ici à Mulhouse
et qui a concerné l'usage des déchets alimentaires organiques comme adsorbants. Donc, on a préparé des carbones poreux à partir de ces déchets. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais sachez que donc ce travail a mis en évidence la valorisation des déchets alimentaires organiques. Et on a pu donc préparer un carbone poreux qui était aussi encapsulé dans des billes d'alginate pour éliminer, former un adsorbant à la fin et pour éliminer donc un colorant de l'eau. Donc vous voyez que à partir des déchets alimentaires organiques, on peut aussi fabriquer donc des adsorbants efficaces qui permettent d'éliminer les colorants organiques. Maintenant, il y a un autre travail qui est récent, qui est toujours mené par l'équipe LME, menée notamment ici par M. Aït El-Fakir, et notre labo IS2M, et qui a concerné l'usage, cette fois-ci pas de polymères, mais de copolymères. Alors, pourquoi les copolymères? Parce que dans le copolymère, en fait, on peut avoir différentes fonctions et différentes hétéroatomes. Ici, en l'occurrence, il s'agit de deux atomes, le soufre et l'azote, qui sont associés. Alors, l'alanine, il y a l'azote, et le thiophène, il y a le soufre. Et quand on prépare le copolymère, donc, on obtient un produit copolymère qui comporte les deux hétéroatomes. Lorsqu'on carbonise ce produit, ce copolymère, on obtient donc un carbocatalyseur comportant à la fois des atomes de soufre et d'azote, qui, après encapsulation toujours dans des perles d'alginate, cette encapsulation est intéressante, comme je l'avais dit, il permet de récupérer et de stabiliser aussi l'adsorbant. Et donc, on obtient un carbocatalyseur qui est donc encapsulé à l'intérieur de la perle et qu'on peut récupérer une fois qu'il a terminé sa mission de absorption et dégradation. Alors, donc on procède de la même manière que pour le cas des polymères, on rajoute un oxydant, ici le persulfate, qu'on absorbe à la surface des perles et qui produit plutôt des radicaux et l'oxygène singulé, qui vont à leur tour interagir avec le colorant pour le dégrader et former donc les entités connues CO2 et H2O. Voilà, donc ça c'est un travail très intéressant qui était bien mené par M. El-Fakir et qui est donc qui est publié dans Applied Catalysis récemment. C'est un travail encore tout frais. Hein. Et à droite, on montre l'efficacité du couplage, enfin l'efficacité du couplage ou l'efficacité de préparer des copolymères à la place de polymères. Les copolymères, lorsqu'on les prépare, on remarque qu'il y a une synergie entre les hétéroatomes qui améliore la dégradation du polluant. Donc, on a fait des réactions de dégradation lorsque la perletée a encapsulé le polymère de chaque entité, thiophène et polyaniline, et lorsque la perle de l'alginate a encapsulé le copolymère. On a fait des comparaisons et on a remarqué que lorsqu'il y a le copolymère au sein de la perle, la dégradation est plus efficace. Vous voyez, donc c'est cette courbe en haut, c'est la courbe de dégradation. En rouge, c'est la courbe de dégradation en fonction du temps du l'homopolymère thiophène. Et en vert, c'est l'homopolymère polyaniline. Et en bleu, c'est le copolymère. Donc, vous voyez, le copolymère atteint au bout de 12 minutes une concentration égale à 0, c'est-à-dire que la dégradation est quasiment totale au bout de 12 minutes lorsqu'on utilise le copolymère, alors que le temps est plus long lorsqu'on utilise les homopolymères. Voilà. Donc, pareil, on peut dire la même chose pour l'absorption. Donc, il y a des absorptions beaucoup plus importantes en présence du copolymère qu'en présence de homopolymères. Et toujours, le polymère ou le copolymère est encapsulé au sein de la perle d'alginate. Voilà, et j'arrive à la conclusion pour rappeler que pour préserver l'environnement, et en particulier pour éviter la pollution de l'eau, cette question
de préservation de l'environnement devient une préoccupation majeure pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout le monde? Le public, les politiciens qui nous dirigent, etc. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs procédés utilisés actuellement dans le traitement des eaux polluées. Mais l'absorption, tout le monde se met d'accord pour indiquer qu'il s'agit de la meilleure méthode parce qu'elle est facile et parce qu'elle n'est pas coûteuse et on peut également jouer sur les absorbants pour améliorer la dégradation des polluants. Donc l'absorption demeure la meilleure méthode jusqu'à présent. Les procédés d'oxydation avancés, c'est l'avenir. Ils ne sont pas dans l'état actuel utilisés dans les stations d'épuration, mais ils sont beaucoup plus utilisés dans les labos de recherche. Ce sont des procédés ou des recherches émergentes. Il y a beaucoup de publications sur ces procédés, mais ces procédés, j'ai la conviction qu'ils vont être dans l'avenir appliqués également à une grande échelle, notamment dans les stations d'épuration. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces, ils permettent la dégradation, donc il n'y a pas d'accumulation du polluant. On n'élimine pas le polluant pour le déplacer d'un endroit à l'autre, mais on l'élimine et on le dégrade, donc on se débarrasse entièrement du polluant. Et voilà, et je pense que ces procédés ainsi que le choix des absorbants appropriés, notamment des absorbants à base contenant des hétéroatomes, sera applicable à une grande échelle dans l'avenir. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et je remercie également, je tiens à remercier également M. El Fakir, M. Zakaria Anfar qui ont fait un grand travail. Et alors, M. Zakaria Anfar est actuellement en postdoc et M. Anfar va soutenir, M. El Fakir va soutenir bientôt sa thèse. Les deux donc sont issus du labo LME d'Agadir et donc ont collaboré avec moi et on a fait un beau travail. Voilà, merci. Bonjour Madame Boutaleb, bonjour Madame Tayeb. Donc, chers professeurs et chers étudiants, bienvenue dans cette session d'après-midi. Donc, pour notre conférence de cet après-midi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Touri Bouzkri. Il a accepté d'être avec nous et donc de partager avec nous ses connaissances en évaluation. Je vais le lire en français et après je fais la traduction en anglais. Donc, c'est l'évaluation des scores d'intelligence parmi les étudiants marocains venant des areas urbains et rurales. Donc, evaluation of intelligence score among Moroccan students from urban and rural area. Professeur Bouzkri, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je vous laisse la parole sans tarder. Thank you very much, Mrs. Boutaleb, and thank you also for organizing the second round of this interesting conference. And of course, this time my contribution, will focus on the Moroccan IQ. So I will try now to connect my presentation, and I hope I will succeed in doing that. I don't know if you can see the presentation. How can we move the screen, Nadia? I think he has these windows. We have to move it, I think, either on the side. Juste se mettre en mode diaporama, professeur Bouzkri. Yes,
Okay. Let's see. Oh. Retournez sur votre fenêtre tout simplement. Là où il y a votre présentation. Donc, il suffit de la montrer voilà, devant vous et on la voit aussi. I will send it to you, Mrs. D'accord, ça marche. I think it's gonna be... Vous avez mon adresse, vous avez donc mon adresse nadia.boutaleb@fstm.c pour moi. Yeah, I will Je vais send la it. noter. Voilà, It will be on your WhatsApp. Yeah. D'accord, oui. Nadia, we cannot hear you. I think you have to activate your microphone. Ok, donc Anna, je télécharge la présentation et je vais tout de suite donc la partager avec vous. Donc, professeur Touri, vous me dites next. Je vais à la diapositive suivante. Donc, attendez, j'ai juste désactivé mon microphone pour ne pas gêner donc avec le son avec un bruit de fond. So first of all, I mean, while waiting for the presentation to be ready, what I would like to say is that this work has been, scheduled further to our reading to various papers that have been tackling the issue of Moroccan IQ. And of course, these surveys, they have been based on different kinds of samples and different, types of population and in different regions. The samples, they haven't been located only in Morocco, so they've been located in other countries. After our reading, the method, of these surveys, so we have seen that the organization, of, let's say, the gender and also the age, also of the place, it was not, respected correctly. So we have asked questions about that, and then we have decided, to run our local Moroccan IQ, study. So I can say that this is the first time that this study is going to take place in our country, respecting the gender, respecting the age, and respecting, the place. So this has been run on two levels. First of all, in urban areas, and then in rural areas. So good. So this, let's say these decisions of running the survey on urban and rural areas was important
because we want to have a global picture of the Moroccan IQ on our territory. Of course, we have targeted primary and secondary schools just because of the importance of, this age, and also the importance of, let's say, the detection of the various causes that are going, to, maybe stands against the good running of the schooling, of these peoples, right? So if we move to the second slide, next, please. Our study has been using one of the maybe best IQ tests that are used in most of the countries, especially in US and even in Europe. So the WISC-5, of course, the history, this test is a bit long, right? And then it has started, with BNAID 1904. And then it has, been developed through different stages until, becoming today, with the 5th version that has reviewed, many aspects within the subtests. So this test, of course, appeared in the United States and became the most widely and cognitive test in the world. The intelligence quotient estimates the development of intellectual capacity. However, many researchers have challenged the interpretation of the profiles with the intelligence quotient and have called for analysis, at the level only. This is not easy, for any test to assess the intelligence, of a human being. But according to the experience, of the psychologists, also the cognitivists, and also people who've been developing theories, for tests, we have tried, to be a little bit close, to a real picture of the human intelligence. And just to tell you that, the IQ, it has been, it has been used within the American Pentagon in the beginning, and then it is almost a mass, in all the institutions, in US, and they are being based, on these tests in having access to different institutions and to different positions sometimes, which means that it is a tool, that is, credible one, and it is very helpful, and it gives us, an idea about the ability and the skills, of a person. So here, this test, is targeting, the ages. Can you skip, please? Is targeting, the ages of 2, I think, right? Starting, from the ages of 12, sometimes 4 even, up to 16. So we have chosen this because our focus was on pupils in primary and secondary schools. As you can see here, the participants, there have been 104 students in rural areas and 101, in the urban areas. And then the gender split into 46 girls within the rural areas and 52, girls within, the urban areas. And then 58 boys, of course, and 42 from the urban areas. As you see, the age
targeted was between 12 and 15 years old in rural areas, and then 11 and 15 years between the urban areas. Can you skip, please? So the distribution, of the Better Intelligence Scale for Children, 5th edition, this Better Intelligence Scale for Children and Adolescents, it is administered in the order of the manual. This test of cognitive ability administered to participants aged 6 to 16 normally, and 11 months. It consists of 15 subtests, 10 main subtests, right? They tackle similarities, vocabulary, block design, visual puzzles, matrix reasoning, figure weights, digit spans, picture span, coding, and symbol search, plus 5 additional subtests: information comprehension, arithmetic, letter numbered, sequencing, and cancellation. Yeah, you can, head this and skip to the next slide. Then, if we are moving, to, the subtests, we are going to see that it is composed of the full-scale intelligence quotient, which is the FSIQ, right? And this one is composed of 7 primary subtests. Okay? So we've got the verbal comprehension, the visual spatial, and then the fluid reasoning, and we've got working memory and processing speed. So these are, the subtests that have been targeted within our, Moroccan pupils. Yeah, you can skip, please. Here we want to give you just an idea about, the scores of an IQ distribution in the general, within the general population. So, for instance, when you are going, to tackle, the low extreme, that means anyone who is going to have a score which is lower than 70. So this means that it is a lower, IQ. And then 70 and then 84. So it means that it is below the average. 85, 114. This shows that it is the average. And then 115 and 29. This shows that it is above the average. 130, 144, these are for gifted people, okay? And of course, 145, 160, we can call them, these are, some extraterrestrial, humans, right? That means they are highly gifted, and they are just some, humans that are the most intelligent, on Earth. So these are the distributions given by the WISC and other tests. They are being based on the same distribution, and this is just to give you an idea about the numbers that we are going to find within children. And we don't forget that these tests they are for adults. These results, they are meant to reach adults. Okay, but the result that we are going to see within our pupils. These pupils, they are not related to have the same scores like adults here. Okay, normally their scores, they should be lower than this one according to their age. Okay, now let's move to the next slide, please. So our results. So what did we find? So we don't want to mingle you with all the rest, of the details within the method, but we go straight forward, to the results of rural schools. So, for example, in these rural schools, so we've got, results according to, the subtests. Right? So we have these elements that are important when we compare them, with other studies. And of course,
they have helped us, to just have an idea about what has been run, in the previous studies, and what are the recent, results that we have, came true. So if we're going, to go and see, for example, let's say the verbal comprehension. In verbal comprehension in rural areas, so they are about 122 and 0.67, which is a very good score. I mean, yeah. And then if we're going to see the visual spatial, they are about 92. And then you've got also the other one, which is, let's say, the fluid reasoning. The fluid reasoning, which is about 94, the working memory 106, and then we got the processing speed about 91, and of course, if we go to the general score of the full scale intelligence quotient, we'll find that it's 104.05, which is quite a good score. When you compare it with adults, and also when you compare it, with the other results in other studies. Okay, this first results is extremely important for us, and within the rural areas, we need to understand that these categories, of students, they are living hard conditions. It is not easy for them, to have a good follow-up, of their schooling, due to various, reasons. First of all, is the distance. The schools are always, far away, from where they live. Lack of transportation most of the time. Reaching, the school in hard weather. Either when it is very hot, or when it is very cold, or when it is raining. Then also another aspect that impacts the good let's say functioning of their schooling. Poverty. Most of the families they're poor, and also illiteracy. We understand that more than 30% of the families they are suffering illiteracy, and this doesn't help these peoples to have a normal schooling. So in spite of all these these factors, we can notice that these students, they are performing well, right? All these scores, they are very satisfactory if we are going to compare them to other, results. Can you skip, please? Next. And here we have tried to find the correlation between the index and the class mark. I've tried, to see whether, these results that we found within the WISC-5, are matching the scores or the marks, of the students in class, right? And of course, we have seen that the class mark is very compatible, with the verbal comprehension test, eh? And we are about 0.65, which is very good. And then for the others, there are other reasons why those scores they are not very high. The visual spatial, we've got 0.55, which is not bad, and then we've got the also the fluid reasoning, which is 0.5, which is matching. That's good. And then we've got also the working memory, and then which is with the 0.54,
when compared, to the fluid reasoning. And these are, some important results for us, and especially when these pupils are performing in hard environments of rural areas. Can you skip, please? Yeah. Now moving, to the urban, schools. So here, normally we need to expect, better results in urban schools. Indeed, I mean, we can notice that the general full, scale intelligence quotient is 107.87 when we sum up, all the subtests, which is, I mean, very, very satisfactory, according to the fact that most of the urban schools, they are public schools. They are not private schools. Okay? And just to tell you that this test we ran and this survey we ran in public schools and not in private schools. And having, this kind of scores, in public schools today, and we say public schools because we know that there are many challenges that these public schools are living today, and all the official declarations, they are targeting, the education, in Morocco and health as two, sectors that needs, a good re-infrastructuring. And in spite of this situation, so these, pupils, they are performing, quite well when they have been under, these tests. So 107 is quite, a satisfactory score, for the age, of these students. Yes, you can move to the next. What I need, to add is that about the urban, students, there is a difference, between the urban and rural, pupils, especially in terms of the availability or maybe of the accompaniment. So in urban areas, students, they have more chances, to find accompaniment when they have, obstacles within their schoolings. But in rural areas, so this is lacking at all. Another aspect is that urban students, they are more, maybe occupied with different things that exist, in the city, while, students, in rural areas, so they have no leisures, they have no activities, so which means this gives them, more concentration maybe on their studies more than those, in the urban areas. Here, the correlation again between the class marks, and the WISC-5, results, and we can see that some important, correlation exists in, of course, we've got, sorry, we've got here the verbal comprehension, yeah. And then we've got also an important score within the full, reasoning, fluid reasoning. And then we've got also, let's say, an important score also with the processing of speed, right? And working memory, right? And also we've got the the fluid of reasoning also, which is, correlating, let's say quite well with the processing, of speed. So this matching, between the marks of students and the results, of the WISC-5, they are symbolic for us. Because if we are going to, try to see
whether the marks, that these students have in class, they are matching, the reality of the real skills, of the students. So this is another study. This is another study that needs to be, led in order to see what are the irregularities that exist between the evaluation system and the real abilities, of our students, and whether the results that we find are matching the real abilities of our pupils. So that's another issue, and then maybe it can be, the future, research. You can go to the next slide, please. Please tell me if I'm over time. I don't know how much time is left for me. I think you still have time. Okay, thank you. Yeah. Okay. So this study, at the end, as I said, in the beginning, we want to go for, studies that are going to try to make a change, in society. We want to correct problems. If science, is not there to correct, problems, so its utility, is not real. So here we found that there is an issue, with the interpretation of the Moroccan IQ, either by Moroccans or by foreign, countries. So we have tried, to, launch this survey in order for us to have a clear picture about this issue. And also, this is a way and a mean just to detect pupils who are highly gifted and who have, high skills. And during the orientation, I think that the IQ is going to be very helpful for specialists, who are, orienting, students or pupils to either hard sciences or exact sciences, or to engineering, or to soft sciences, or to humanities, or arts, or whatever. And these tests, they might be an important tool and instruments to avoid any ambiguity, about the pupils' capacities and abilities. I think the point was, first of all, to check whether our school pupils are possessing the requirements of schooling in terms of intelligence, right? And then also what is the picture of this, and what are we going to do with these results, in coordination with the Ministry of Education, and will the Ministry of Education try to use this instrument to help our pupils to be betterly oriented in their career. So this is one of the main objectives that pushed us to use the survey. And as you can see, when we have read all the other surveys, and when it is compared with ours, so we can see that in spite of the problems that surround students' life in rural and urban areas, due to the absence of several essential conditions caused by poverty, illiteracy, issues within more than 30% of the families. Okay, can you move to the next slide, please? So we have noticed that the average of the verbal comprehension index that represents the crystallized intelligence in the study samples is high in comparison with the other index, followed by the index of working memory. These two indexes are related to school success. The averages of the three indexes are inferior to the theoretical average for the visual-spatial index, the fluid reasoning, and the processing speed index.
So problems of education are related to several factors. And telling you that this test also has helped us to discover some communication and behavioral disorders, right? So factors like communication and behavioral disorders, economic and social state that need more attention by stakeholders, right? Rather, the Fluid Intelligence by Fluid Reasoning Index of risk in rural and urban areas for Moroccan pupils is better, according to more than 2 studies of Moroccan IQ performed by Raven Test. So this is, just a message, for those who run, these IQ tests on Moroccan pupils. We want to tell them that the studies, that you ran previously, on the Moroccan pupils are not very related, to the Moroccan reality. Right? So these studies, they have showed, that our pupils, they are smarter than what is said, in many papers. Okay? And in spite of the bad conditions, the bad environment, and also, the obstacles that these, pupils have reaching a normal schooling, in spite of all these, they have performed, quite well, in their, schooling. So if I'm going, to, sum up, my intervention, the work that needs to be done now is the work of the stakeholders, is the work of the Ministry of Education. The Ministry of Education has the obligation, to call upon, these kind of instruments and to impose them, during the orientation process, of the schooling, of these pupils. The instruments are there, so they need to be used because they're going to save lives. When a school or a pupil, is badly oriented, so it is like a whole society is badly oriented. So we want, these, pupils to use and to enjoy, the availability, of instrument within, the schools, and also to hire, and train and hire more specialists who are going, to run, these tests, within the students. I hope that especially the Ministry of Education is going to hear this call. And we want our Ministry of Education, especially those who are going, to, manage this sector for the next government. We want them to raise, the level of education of Morocco being based on science, okay? So we want science to be present in our classrooms. And this is the only means that we can, raise the quality of education. So science needs to be present while training, the teachers, while training the specialists who are going to accompany, the students, and science needs to be there, while these students, they've got problems, and then we can reintegrate them, correctly. So this is, the message that I want to transmit, to my Ministry of Education and to any country, who are suffering, the same results and suffering the same issues, that they need to be based, some substantial instruments that are measuring the IQ, of our, pupils. Thank you. Thank you very much, Professor Bouzkrit, for your talk. It was really a nice talk. Is there any question over here? I can start by the time someone have a question. So it was really a nice talk and interesting study.
I was wondering just because there was some studies from Harvard University saying that actually humans have 8 categories of intelligence, including interpersonal, intrapersonal, the linguistic one, and the logical and mathematical skill. I think you have been working on this one. And actually they said that how high we score in one category does not necessarily influence how high or low we can score in another. I was just wondering how you can extend or project this into this data. Can we? Yes, it's true that there are many studies who are trying to work on discovering various types, of intelligence within the human being. The aim of, our use of these tests is that our samples, they've been limited in age to 16. And then the types, and the types of the subtests that interest us and that are going, to bring us, to measure the schooling IQ, right? So this is, one of our worries. We want to go further than testing the IQ that is related, to school. And why we have, So it was more focused on the logical and mathematical ones, right? Yes, because when pupils have problems with the prerequisites, so then we need to go back and check what is wrong, with the let's say the abilities, of the students. And this test is able, to tell us what is wrong according to the age, of the students. If I go back, to the studies that are being run, on Harvard University, of course, the different tests, and each test when it is, when it is set up or made, first of all, it targets a population. You need to target the population, target the gender, target the age. That's the first thing you need to do. So I think Harvard University is targeting adults when they are talking, about these types, of intelligence. And of course, as we grow, we have different tasks in our life. And then according to the positions of each person, the obstacles that you are meeting, while you are performing, these tasks, there are many things that, that are revealed within our abilities. Sometimes you find yourself that the content you are consuming is not enough for your abilities. You are more smarter, than what, people are giving you to do. Right? So you need more complex, tasks. You need more important, responsibilities. And again, sometimes it's the opposite. Right? You are giving, a content to someone with very weak and low abilities. Right? And then when you go to the result, you find that, we don't have good results. Right? So of course, there is not a matching, between the abilities, of the person and the task, he's doing. Yeah. And I think these tests, I think that they need to, focus on how we can find the right people for the right tasks. Right? And if we succeed in doing this, I think they know that we're going to have a very successful society. I agree. I totally agree. And all the disciplines, are not going to be suffering, from human resources because they are not making bad choices from the beginning. Yeah. And this is the point of the SIQ for our students and our pupils. We want them to be well-oriented, in their careers. And this test is going to help them. It's going really to help them, to help the family and to help society, not having problems later. And I hope that the investment, in this
is cheaper when you compare it, to the aftermath that we are going to have later, within society. Badly oriented students, bad works, bad results, bad performance everywhere. And all this comes, from the launching orientation, that these people are going to have. Yeah. I absolutely agree. So is there any other question? Bonjour. Bonjour. Hello, Professor Toury. Oh. Sorry, I will ask you in French. Yes, sir. Go ahead. Or in Arabic, as you like. Go ahead, sir. Déjà, merci pour votre présentation, pour le partage de votre expérience à propos de cette étude. Donc, j'ai quelques questions courtes. Mais malgré que je n'ai pas pu suivre la présentation de près. Donc, d'abord, concernant la différence du score d'intelligence entre les étudiants, ça veut dire de provenance urbaine et rurale, c'est ça? Oui. Donc, certainement, il y a l'impact de l'environnement ici, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez juste pris en considération, ça veut dire l'origine, la naissance, ou bien vous avez évalué le score ou les scores d'intelligence en fonction de la durée, ça veut dire au niveau urbain ou bien au niveau rural, ou c'est juste vous avez pris comme information la provenance sans prendre en considération la durée. Et la deuxième question, c'est à quel point ce genre d'études pourrait nous servir ou bien servir l'étudiant pour adapter bien sûr sa formation ou bien les méthodes d'enseignement, bien sûr pour atteindre les compétences et les objectifs souhaités. Soit au niveau du programme, soit au niveau des approches pédagogiques, soit... Donc voilà, c'est ça, merci beaucoup. Merci, professeur Abidi, pour votre question. Effectivement, notre étude, elle s'est penchée sur le rural, d'abord pour contrecarrer l'urbain, parce qu'on veut que notre étude englobe un petit peu tous les échantillons qui nous intéressent dans je dirais, la scolarité. Alors, concernant est-ce que nous avons vérifié la provenance de ces élèves lorsque nous avons effectué le test? Effectivement, ce point-là, c'est parce que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on a essayé de faire attention d'abord au genre, à l'âge et à la location. Ça veut dire au lieu. Alors, le lieu, ça doit être le rural. Ce n'est pas la ville. Hein. Alors, puisque nous sommes partis dans des écoles, je dirais, très lointaines et dans le rural, alors les élèves qui sont dans ces écoles-là, certainement, ils sont de la région. Hein. Nous n'avons pas vérifié, je dirais, l'origine de ces élèves, est-ce qu'ils viennent d'une autre ville ou ainsi de suite. Ceci, nous ne l'avons pas fait parce que je dirais que c'est une autre étude. C'est une autre étude. Mais déjà, le fait d'avoir une classe qui contienne 40 personnes ou comme ça, et combien d'élèves ne va pas être, je dirais, de la région. Le pourcentage va être trop bas. Hein? Mais généralement, ce sont les élèves des lieux urbains, des lieux ruraux qui étaient testés sans prendre en considération leur origine, d'où ils viennent, de quel, je dirais,
de quelle partie du Maroc ou de quelle classe sociale, et ainsi de suite. Bon, ça, on n'a pas touché cette partie-là parce qu'elle n'était pas une priorité à ce stade. Alors, pour la deuxième partie de votre question, comment peut-on investir effectivement, je dirais, cet outil ou ces instruments dans notre système pédagogique? Je dirais que aujourd'hui, c'est une tendance vers le fait de rendre tout mesurable. Ouais. Ça veut dire tout ce qu'on fait aujourd'hui doit être mesurable. Je pense que nous sommes en train de faire une forme de rupture entre l'aléatoire, entre, je dirais, je vais pas, je le mettrai entre guillemets, entre la théorie, hein, et bien sûr ce qui se passe, je dirais réellement, voilà, dans n'importe quel contexte. Donc, le passage à la mesure et la mesure objective. Nous avons la mesure subjective, et lorsque nous utilisons, voilà, effectivement, des tests et des tests d'observation et ainsi de suite, mais nous avons un autre moyen qui est la mesure voilà, objective en utilisant des instruments. Alors, le WISC, bien sûr, c'est un instrument puisqu'il se base sur des chiffres, il se base sur voilà, des chiffres et des faits, voilà, réels. Ceci, c'est un premier stade pour d'abord organiser l'orientation au Maroc. Hein. Nous voulons que cette personne qui va, en quelque sorte, se décider sur l'orientation d'un élève ne doit pas se baser uniquement sur son impression ou effectivement, sur sa formation. Et si moi, je vais dire que dans la formation de ces orientateurs, il faut obligatoirement imposer des tests de quotient d'intelligence pour ces élèves. Parce que si vous n'avez pas ces instruments, vous allez vous baser uniquement sur vos impressions. Moi, je pense que vraiment, ce n'est pas scientifique. Ça, c'est la première des choses. Et voilà, sur les choses sur lesquelles on va se baser pour orienter un élève ne sont pas complets. Notre constat n'est pas complet. Donc, il y a ce stade, mais ces tests-là ne vont pas être uniquement valables dans l'orientation de ces élèves, mais on va aller encore plus loin. On va augmenter un petit peu dans l'âge. On va voir, par exemple, dans le bac, au niveau du bac, on sait très bien que tous les élèves, une fois qu'ils arrivent au bac, même s'ils ont des idées dans leur tête, ils ont un rêve, mais la réalité, parfois, elle va contourner toutes ces attentes voilà, que les élèves ont. Donc, pourquoi ne pas aider ces élèves à ce stade pour qu'on puisse effectivement les orienter mieux en leur donnant des chiffres sur leurs capacités réelles. À ce moment-là, même si vous rêvez d'être médecin, mais les scores voilà, de votre intelligence ne vous permettent pas de devenir médecin. Et si vous voulez devenir ingénieur, voilà, les scores arithmétiques ne vous permettent pas de devenir ingénieur. Alors, et de cette manière-là, on va mieux orienter voilà, nos élèves et que la société va gagner. Imaginez-vous bien qu'aujourd'hui, nous, dans la faculté, alors, on va avoir, par exemple, 11 jusqu'à 12 000 étudiants inscrits dans la fac, et il n'y a que 30% de ces élèves qui vont, en fin de compte, continuer leurs études et avoir leur diplôme. Imaginez le gâchis. 70%, ça veut dire que nous sommes presque à 7 000 ou 8 000 étudiants. Ils sont là et ils sont mal orientés. Ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a personne qui est là pour les aider, pour les mieux orienter, pour leur dire attention, voilà, tu es bien en ça, tu peux faire ceci. Donc, ça veut dire que ces tests-là, ils sont valables sur plusieurs niveaux. Ça, c'est au niveau des études supérieures, mais je vais encore aller vers le cadre professionnel.
Touri, merci pour la réponse. On a besoin de ce genre d'études, mais également d'instruments pour rendre l'évaluation quantifiable, mesurable, afin de faciliter, bien sûr, certaines décisions pour le bien des étudiants et des élèves. Donc, merci beaucoup. Le débat est Merci beaucoup, merci à tous pour les questions. Merci, professeur Bouskri, pour le nice talk encore. Donc, chers collègues, étudiants, doctorants, chercheurs, invités, chère assistance. Donc, permettez-moi, à mon nom et au nom de tout le comité d'organisation et au nom des institutions et des personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement, de vous remercier de votre présence et de votre participation au Congrès international de l'industrie, l'environnement et la santé CUS 21. Que nous voilà à la fin de 3 jours d'intense travail, de réflexion et d'échanges scientifiques. Notre événement a connu la tenue de 52 conférences ou communications plutôt orales, 30 communications affichées. Les communications affichées sont consultables depuis le site web donc, du Congrès. Donc, je vous invite à les consulter. Ils seront disponibles même après le Congrès. Et d'apprécier donc les travaux réalisés par nos chers donc participants. Il a aussi connu la tenue de 12 conférences plénières. Donc, il a connu la participation de scientifiques venant d'endroits différents, du Maroc, de la France, de la Palestine, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Donc, j'aimerais féliciter les lauréats du prix de meilleure communication orale et affichée qu'on va bientôt dévoiler. Donc, avec nous, monsieur le professeur donc Zahwili Mohamed, directeur du laboratoire de matériaux, catalyse et valorisation de ressources naturelles, LMCV, URAC 24. Donc, c'est un grand chercheur scientifique, donc... Donc, le laboratoire qu'il dirige est institution membre qui participe à l'organisation de cet événement. Avec nous aussi, professeur Behlaouen, donc monsieur Behlaouen, président de l'AMSTES, l'association marocaine pour les sciences et techniques de l'environnement et la santé. Donc, nous avons l'honneur de vous accueillir parmi nous, cher professeur Zahwili, pour dévoiler donc le prix de meilleure communication orale. Donc veuillez, s'il vous plaît, cher professeur, donc activer votre microphone pour les présenter. Bonsoir, merci Madame Boutaleb. Pour aussi, avant de commencer, j'aimerais bien remercier les organisateurs de cet international congrès Industrie, Environnement et Santé pour m'avoir fait l'honneur de donner à des jeunes chercheurs que je leur souhaite tout le bonheur et aussi la passion de la recherche. Et aussi, je veux dire aux gens qui ne seront pas primés que les places étaient limitées. Le choix a été fait sur des critères. Ça ne veut pas dire que les présentations ou les communications orales qui n'ont pas primé ou les postes